Bonjour à tous, bienvenue sur Insomnie hors de mon lit. Insomnie hors de mon lit, c'est un podcast que vous pouvez retrouver sur l'ensemble des plateformes de diffusion de podcasts, mais, et c'est tout nouveau et je suis ravie de vous l'annoncer aujourd'hui, ça va être petit à petit aussi des vidéos. Alors déjà, les interviews avec les invités que je reçois sur le podcast, eh bien vous allez petit à petit les avoir sur cette chaîne en vidéo pour pouvoir connecter avec mes invités, pour pouvoir profiter pleinement de leur partage, de leur expertise en vidéo. Et puis petit à petit, ce seront aussi quelques vidéos sur le sommeil que je vous ferai et que j'espère de plus en plus nombreuses. Et à mon micro, pour l'épisode qui va suivre, vous aurez le plaisir d'écouter Sarah Saïdi. Sarah Saïdi, elle est coach en respiration, elle fait beaucoup d'accompagnement rythmique autour de la respiration. Et là, dans notre échange, eh bien, on va venir faire le lien entre le sommeil et la respiration. Je vous en parle très régulièrement sur le podcast parce que pour moi, c'est vraiment un élément essentiel et vous allez voir que à travers ses mots, son expérience et tout ce qu'elle va vous partager, ça va faire encore plus sens. Et s'il y avait besoin d'un petit truc en plus pour vous motiver à creuser cette piste de la respiration, eh bien je pense que vous allez le trouver ici. Je vous souhaite une très belle écoute. Pour Sarah, bienvenue sur le podcast. Hello Aurélie, merci de m'inviter, je suis heureuse d'être là. Oui, moi aussi je suis vraiment ravie qu'on ait pu enfin se trouver un créneau après quelques aléas d'agenda. On a pu enfin trouver cette heure ensemble-là et on va pouvoir la passer à parler, de toi, Sarah, et de ce que tu fais, parce que c'est très en lien avec ce dont je parle sur le podcast, sur Insomnie hors de mon lit, aussi ce que je présente dans ma formation Dormir de nouveau. Parce que ton travail aujourd'hui consiste en partie à accompagner les gens autour de la respiration. Et pour moi, la respiration, c'est vraiment un sujet central. Ça n'a pas été un déclic premier dans ma sortie de l'insomnie, mais ça a été un élément qui est devenu de plus en plus solide, comme un pilier. Et aujourd'hui, c'est vraiment un élément incontournable. Et j'en parle souvent sur le podcast. Et puis, du coup, aujourd'hui, c'est encore une occasion, une belle occasion de pouvoir en discuter. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je te propose de te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas et puis de nous dire comment t'en es arrivé là aujourd'hui. Merci Aurélie, parce que la respiration est rarement le premier déclic. En général, on travaille un peu sur soi avant d'arriver là. Et donc moi-même, j'ai travaillé sur moi avant d'arriver là. Donc je m'appelle Sarah, il y a 2 R à mon prénom. Et en fait, effectivement, la respiration, c'est la discipline que j'explore depuis bientôt 2 ans et demi. Donc pour donner quelques casquettes, je suis aussi sophrologue, hypnothérapeute et je donne des cours de breathwork, donc de respiration plutôt intense, holotropique. Je me suis intéressée à toutes les formes de respiration et aujourd'hui, ce qui m'intéresse surtout, c'est de pouvoir accompagner les personnes vers l'objectif. Donc j'ai des personnes qui viennent effectivement pour le sommeil. J'ai aussi d'autres types d'accompagnement sur l'amélioration de la concentration, l'amélioration de la performance. Mon pilier, c'est vraiment la respiration. Et ensuite, on façonne en fait les exercices et les protocoles en fonction des besoins pour qu'on puisse matérialiser en fait la respiration. On va en parler tout à l'heure. Le gros problème aujourd'hui de la respiration, c'est qu'en fait, elle reste plutôt théorique. On a du mal à cerner, on a du mal à comprendre. Et là, ça permet de ramener de la tangibilité et que ça serve réellement pour changer le quotidien de toutes les personnes qui en auraient besoin. Et j'ai la grande conviction que tout le monde en a besoin. Je serais plutôt tentée de te rejoindre sur ce point-là, effectivement. Après, je pense qu'on part de plus ou moins loin, mais effectivement, je pense qu'on peut prendre n'importe quelle personne qu'on peut croiser dans la rue et puis venir travailler sur la respiration, d'autant que cette respiration, on peut effectivement, comme tu le disais, il y a plusieurs objectifs, donc on peut, même en se connaissant bien, même en la pratiquant, on peut toujours aller chercher un petit peu plus loin, peut-être dans des objectifs de performance sportive ou même à d'autres niveaux, travailler la respiration dans le froid, par exemple, dans des processus hormétiques. Donc je pense qu'il y a vraiment, c'est très très large. Et j'ai beaucoup aimé le fait que tu dises que après on vient voir de façon individuelle en fait de là où on est et puis ce qu'on va pouvoir faire. Quel a été toi ton déclic pour justement aller vers la respiration, où tu t'es dit mais là il manque quelque chose?
En fait, ça a été progressif. Je me suis intéressée au bien-être d'abord en entrant dans le monde du yoga il y a 6-7 ans. Avant, je travaillais du coup en banque et j'avais aucun lien avec le monde de la santé mentale, le monde du bien-être. Et en fait, c'est en explorant petit à petit différentes activités, en me renseignant, en lisant à droite à gauche, en faisant des formations, que je me suis vraiment nichée progressivement. Mais ça s'est fait de manière très naturelle. Au départ, juste par curiosité, et puis ensuite, de manière de plus en plus professionnalisée. Et puis, je suis tombée dans la marmite, en fait, comme aujourd'hui, je rigole parce que je dis, bon, c'est un peu ma lubie, mais en fait, plus on s'intéresse à un sujet, et plus on creuse, et puis tu vois la courbe d'apprentissage, c'est-à-dire on démarre Mmh. par étant inconscient et incompétent, et en fait, après, on devient consciemment incompétent, après, on augmente sa compétence, et en fait, c'est une boucle qui se termine jamais, parce qu'à chaque fois qu'on se croit compétent, on croise de nouvelles choses, de nouveaux cas, et puis là, on se remet dans sa zone d'incompétence, et en fait, on grandit comme ça. Et c'est tout le process que j'ai suivi. Et aujourd'hui, certes, la respiration, c'est un outil, mais avant tout, c'est un accompagnement, en fait. Donc, la respiration, c'est ma verticale. Mais pour faire de la respiration une respiration efficace, c'est aussi ce qu'il y a autour. C'est l'utilisation des sons, c'est l'utilisation des mots, c'est l'accompagnement de la personne. J'ai fait d'autres formations, tu vois, en PNL, en breathwork, en hypnose. Donc j'ai agrémenté en fait la respiration pour que ça devienne une expérience. Et en fait, c'est excitant, et je pense que si on me laisse encore plusieurs années à vivre, je continuerai d'explorer la respiration en elle-même, et puis ce qui gravite autour, pour toujours créer en fait des expériences. On va, je pense, l'aborder tout à l'heure, mais la respiration a le pouvoir de transformer le corps et l'esprit. Donc c'est un domaine qui est illimité à mes yeux, et je suis heureuse de pouvoir explorer un point aussi précis et un potentiel aussi énorme. Effectivement, on va venir, le développer là, tout ce que tu viens de dire et puis préciser en quoi ça permet de développer son potentiel et puis, d'aller vraiment plus loin. Mais avant ça, peut-être que la première question que les gens peuvent se poser par rapport à la respiration, et j'aimerais bien qu'on revienne là-dessus, même si c'est vraiment la base de la base, ça me semble vraiment important. Pourquoi on devrait travailler sur notre respiration alors qu'en fait on fait ça tout le temps sans jamais y réfléchir et que finalement ça a l'air plutôt bien huilé? On n'a pas besoin de se poser la question de réfléchir, de respirer pour respirer et on fait ça depuis, justement notre premier souffle et jusqu'à notre dernier souffle. Hem, Elle est où l'urgence dans tout ça? L'urgence, elle est dans le fait que la respiration, elle est inconsciente. Je vais prendre un exemple, je pense que ça va parler. Quand on marche de manière inconsciente, on n'est pas à l'intérieur de son corps. C'est-à-dire, on marche vers une destination et puis nos pieds avancent tout seuls, de manière inconsciente. On est dans le mouvement. Par contre, quand on sort exclusivement pour marcher, quand on fait de la marche rapide, là, on va solliciter différentes fonctions de son système nerveux et de son corps pour mettre de l'intention en fait dans sa marche. Donc c'est pas du tout le même objectif. Et heureusement que notre respiration elle est inconsciente, elle nous aide à avancer. C'est une énergie de vie qui nous traverse pour alimenter nos cellules, sinon on serait déjà tous morts. Petite parenthèse, les dauphins ont besoin de sortir de l'eau pour respirer, donc eux ils y pensent tous les quarts d'heure. Mais nous, êtres humains, heureusement, ça travaille pour nous. C'est notre système nerveux autonome qui gère ça, autonome parce qu'il est indépendant, donc il gère tout seul. Et en fait, on a le pouvoir de venir le rendre conscient. On a le pouvoir de conscientiser notre souffle et notre acte d'inspirer. Au moment où on inspire, on met de l'intentionnalité. Et donc derrière, on peut rediriger notre fonction de respiration vers l'objectif dont on a besoin. C'est-à-dire qu'on sort de l'inconscience et on vient utiliser ce potentiel qu'a le corps pour plusieurs objectifs. Se recentrer, augmenter son niveau d'énergie, amener l'endormissement, etc. Donc tu vois, au lieu de passer sa vie en mode pilote automatique, l'urgence, je pense qu'elle est de reprendre le pouvoir sur son corps et sur son esprit grâce à l'outil le plus naturel que l'on possède, c'est-à-dire la respiration. Et finalement la respiration, j'étais en train d'y réfléchir là, tu vois, en t'écoutant. Je me disais: «Mais c'est vraiment la seule fonction de notre corps qui fonctionne à la fois en automatique et à la fois sur laquelle on peut reprendre, consciemment».
le dessus, parce que c'est sûr que notre fonction du système nerveux autonome, enfin nos fonctions qui découlent du système nerveux autonome, en principe on n'a pas la main, pas du tout. D'ailleurs c'est pour ça que ça s'appelle autonome. Alors que la respiration, elle fait vraiment le lien, c'est-à-dire qu'on peut à la fois le faire consciemment et ça se fait aussi inconsciemment. Il y a une certaine magie derrière tout ça. Oui, et puis quand on le fait consciemment, en fait, ça embarque toutes les autres fonctions inconscientes. C'est-à-dire qu'on peut contrôler notre rythme cardiaque par la respiration, on peut contrôler enfin, pas contrôler, influencer notre rythme digestif par la respiration, le système lymphatique, immunitaire. Et en fait, toutes ces fonctions-là, si là je te dis, essaye d'améliorer ton système lymphatique, mais en fait, c'est impossible, on peut pas y penser intentionnellement, en fait. C'est pas un mouvement moteur que l'on vient contrôler. Donc, toutes les fonctions autonomes du corps sont effectivement influencées par la manière dont on respire. Et ce que tu dis en fait, c'est du pain béni pour moi parce que derrière, je te dis, bah oui, bah justement, vu qu'on est capable d'influencer autant notre écosystème intérieur, bah, ça veut dire que le rythme, l'intensité, la fréquence, la bascule entre l'inspire et l'expire, est-ce qu'on fait des apnées, oui, non, est-ce qu'on respire plutôt par le ventre, par la poitrine, tout cela vient influencer la manière dont on se sent à l'intérieur de soi-même. Mmh. Ouais, et c'est comme ça que ça, en fait, on commence à comprendre que oui, on a différentes manières de respirer. Tout ne s'arrête pas à la fameuse cohérence cardiaque que tout le monde connaît parce qu'elle a été démocratisée. Il y a différents exercices qui sont possibles et chaque exercice a des influences, des répercussions, des bénéfices et aussi peut-être des contre-indications en fonction de l'exercice. Mmh. Et c'est vrai que du coup, pour reprendre cette notion d'urgence, parfois on se rend pas compte qu'on est dans un état, soit de frénésie intérieure, soit peut-être qu'on peut avoir certains symptômes, en tout cas un état d'inconfort ou de mal-être, voire même des choses, parfois un peu plus graves, parce qu'on respire de moins en moins bien et qu'on est de plus en plus bloqué dans notre respiration. Donc, au-delà du fait de pouvoir améliorer certaines choses, le fait de venir conscientiser tout ça, ça permet aussi de débloquer certaines choses, d'éviter des problèmes. Et là, du coup, on est un petit peu plus dans l'urgence d'une certaine façon. Et je trouve que c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, il y a une grosse gradation. On en parlait un petit peu, justement, au tout début de notre échange là, en disant qu'il y avait différentes perspectives, mais on peut juste sortir d'une situation où, par exemple, on peut faire des crises d'angoisse, où on peut se retrouver physiquement dans une grosse douleur et fragilisé parce que en fait, on respire très très mal. Est-ce qu'on peut s'arrêter une seconde sur cette mauvaise respiration? Je mets des guillemets parce que finalement, c'est que le corps, lui, dans sa capacité d'adaptation, à un moment donné, il a été tellement contraint qu'il s'est retrouvé à faire ça parce que c'était ce qui lui semblait le plus adéquate à ce moment-là. Et l'idée, c'est de venir l'accompagner et l'aider à faire autrement. Mais en tout cas, est-ce que tu peux nous parler de ce que ça peut induire, le fait de respirer très mal, d'être bloqué, peut-être d'avoir une respiration inversée, avant qu'on puisse aller sur les bienfaits du développement de la respiration? Oui. Écoute, c'est en fait, vu qu'on respire de manière inconsciente, au quotidien, notre corps répond aux stimulations externes. Donc, on croise quelqu'un dans la rue, on est dans l'action, on prend un coup de fil, on reçoit des notifications, on perçoit des informations de l'extérieur. Donc, on est en réponse par rapport à notre environnement, mais aussi interne. On a des pensées qui nous traversent. Des fois, ces pensées débarquent en boucle. Ça peut aussi s'appeler rumination, etc. Donc, toujours en intégration avec l'environnement externe et l'environnement interne, notre corps, on ne s'en rend pas compte, mais il est là et en fait, il s'adapte. Et tu as utilisé le mot justement adaptation. Quand dans la vie de tous les jours, on ressent une émotion et qu'on la comprime, on dit que chaque émotion qui n'exprime pas s'imprime, et en réalité, c'est ça. Notre ventre se contracte, on a la gorge qui se noue, donc tout ce qui est symptomatique, psychosomatique, et qui relève en fait de la relation entre l'esprit et le corps, est matérialisé dans le corps, et la manière dont on respire va venir influencer cela. Donc, crise d'angoisse, on dit effectivement, il faut faire attention à sa respiration, reprendre le contrôle, l'amener de manière plus consciente et puis insister sur l'expire. Ça, c'est une réaction A. Mais comment est-ce qu'on peut déjà se rendre compte qu'on a une mauvaise respiration? Là, en fait, on est en train d'assainir, si tu veux, le terrain sur cette question-là. Se dire, OK, maintenant, je vais partir d'une bonne base.
Surtout ne pas rentrer le ventre, parce que, on est beaucoup, surtout chez les femmes, à vouloir rentrer le ventre en pensant que c'est plus esthétique, qu'on se tient mieux et en fait, quand on inspire en rentrant le ventre, ça s'appelle une respiration inversée, tu as évoqué le mot. La deuxième chose, c'est, quand on n'a pas de problème ORL et ça, c'est effectivement un médecin qui pourra le confirmer, quand on n'a pas de problème ORL et qu'on respire, par la bouche, là, il faut s'entraîner à davantage respirer, par le nez parce que le nez a des fonctions lui aussi de purification de l'air, d'ajustement de la température de l'air, etc. La respiration qui vient au niveau des clavicules, c'est une respiration qui est haute et c'est une respiration qui ne nous aide pas à aller récupérer tout l'oxygène dont notre corps a besoin. La respiration correcte est plutôt une respiration thoracique et diaphragmatique. Donc en gros, si je récapitule, si on fait un test en 3 points, si on inspire en rentrant le ventre, que l'on respire par la bouche et que l'on respire plutôt dans le haut du corps au niveau des clavicules, là on peut quand même soupçonner qu'effectivement on peut avoir une respiration qui devient dysfonctionnelle. Alors c'est pas très grave dans le sens où on peut vivre avec, mais c'est important à savoir pour éviter que ces réflexes s'installent parce que ces réflexes envoient constamment à notre système nerveux l'information comme quoi on est stressé. Et donc quand on vit sur un stress latent qui est durable, ça devient un stress chronique pour le corps et donc on fatigue plus rapidement, on devient plus irritable, au niveau de l'humeur on devient davantage de mauvaise humeur et ça a des répercussions comme ça insidieuses qui n'ont pas l'air si graves en fait parce que notre corps est élastique, il va encore aller s'adapter et en fait malheureusement au bout d'un moment une goutte de trop, une dispute, un accident, un aléa de la vie et là émotionnellement nos ressources physiques sont déjà bien consommées et en fait c'est là où on peut arriver sur des épuisements, des moments où le corps a envie de s'arrêter et de se dire stop, là je suis dans un état où je ne suis plus en capacité. Mmh. Donc la respiration, en fait, c'est une forme finalement de rééducation que l'on peut faire pour laisser le corps l'opportunité de fonctionner de manière optimale. Et ça me fait penser à quelque chose de ce que tu dis, une anecdote qui m'avait enfin, c'est pas vraiment une anecdote, puisque ça relève d'études qui ont été menées, sérieuses sur le sujet. Mais en tout cas, ça m'avait vraiment marquée. C'était le fait que, si par exemple une personne a une partie du cerveau qui a été, retirée, au niveau de l'amygdale, donc de la peur, donc qui ne ressent pas la peur, eh bien le fait d'être privée d'oxygène active quand même chez elle tous les réflexes de la peur, alors même qu'elle ne ressent pas la peur. Pour dire à quel point, lorsqu'on est privé d'oxygène ou que le corps n'est pas assez bien oxygéné, il se retrouve dans un état de stress permanent, et c'est pour ça que ça me faisait penser à ça, ce que tu disais, qui dépasse toute conscience, en fait. On n'a pas forcément on pose pas intellectuellement, on conscientise pas ça, et pour autant, notre corps, lui, le vit comme une agression permanente, parce qu'il n'est pas assez oxygéné. C'est vrai que on se rend pas assez compte, je trouve, en tout cas pour moi, ça a été une petite révélation au fur et à mesure des années, là, depuis maintenant plusieurs années, de me dire, mais en fait, on ne se rend pas assez compte que quand on parle de respiration, c'est pas juste les petits globules qui se baladent dans le sang et qui vont oxygéner le cerveau. En fait, c'est vraiment tous les organes, tout notre corps qui a besoin d'être bien oxygéné jusqu'au bout des petits capillaires pour pouvoir fonctionner de façon optimale. Et finalement, c'est un petit peu comme si on était réduit dans un espèce de carcan lorsqu'on respire pas assez. Et c'est pour cela que faire de la marche, c'est aussi un moyen en fait de respirer un peu plus et de ramener un peu plus de conscience en fait dans son souffle parce que le corps s'active, donc de fait on est mieux oxygéné et ça a énormément de bienfaits. Bouger, danser, chanter, en fait ce sont des activités qui vont solliciter aussi le souffle, qui sont pas directement des exercices de respiration mais qui sont intéressantes à faire au quotidien pour laisser circuler l'énergie à l'intérieur du corps. En plus, il faut se rendre compte qu'on est devenu quand même très sédentaire, je pense pour la plupart, si ce n'est pour la majorité de nous-mêmes et des personnes qui nous écoutent. Et en étant sédentaire, on a une posture qui est plutôt recroquevillée sur nos écrans.
Et le fait d'avoir aussi une posture recroquevillée indique à notre corps que on est un peu enfermé, donc on respire moins bien. Alors que Mmh. quand on a une posture davantage ouverte, en fait, on se tient mieux et notre diaphragme a davantage l'espace d'aller, de pouvoir travailler correctement. Et l'impact entre respiration et posture, donc la posture impacte la respiration, mais aussi la respiration impacte la posture. On peut travailler les deux. Juste en rehaussant les épaules et en bombant un peu le torse, on corrige déjà énormément de choses. Et il y a un mot qui, moi, a été vraiment source d'énormément de déclics, c'est le mot neuroception. La manière dont on se sent à l'intérieur de notre corps impacte nos pensées. Mmh. Alors que pendant des années, on pensait que en fait, notre mental était le grand, tout-puissant qui vient contrôler l'ensemble du corps parce qu'on est fort au niveau mindset. Ça, c'est possible, tu vois. Heureusement qu'on a un mental qui, en tant qu'espèce, nous a protégés et s'est bien développé. Mais notre corps a aussi une forme d'intelligence. Et plus on va offrir à notre corps cet espace d'expression, de mouvement, de respiration, de souffle, et puis il va se sentir en sécurité. Et un corps qui se sent en sécurité, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire un système nerveux en sécurité qui est capable d'aller sur des zones de performance, mais aussi d'aller dans des zones de repos. Donc de suivre son rythme biologique. Et c'est comme cela en fait que le puzzle peut aussi se construire sur mais pourquoi est-ce que des fois j'arrive pas à dormir? Mais en fait, c'est parce que peut-être je suis bloquée et sur un échange préparatoire, on s'était toutes les deux fait la réflexion que oui, le sommeil, en fait, ça se travaille pas 5 minutes avant de dormir. Le sommeil aussi, c'est tous les jours en fait que l'on apprend à se détendre, ralentir, couper les pensées parasites et cela, la respiration est quand même l'exercice numéro un que tout le monde va recommander quand on a envie d'amener du calme. J'adore ce que tu dis. C'est vraiment, très rare finalement de poser des mots, là-dessus et je trouve que c'est, vraiment super ce que tu es en train de mettre en avant. C'est-à-dire que le fait de revenir vers, le calme, en tout cas d'aller vers le calme, de pouvoir, comment dire? Faire redescendre son système nerveux, en fait, c'est une compétence qui se travaille. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut c'est quelque chose de naturel à la base, mais on peut rester coincé en mode complètement, high et de ne pas pouvoir redescendre, parce que c'est une compétence de pouvoir redescendre et du coup, si c'est une compétence, ça veut dire 2 choses. Ça veut dire la première que ça se travaille et la deuxième que c'est pas une fatalité. Donc à la fois, ça met un petit peu plus de responsabilité sur les épaules de chacun. C'est pas toujours facile à entendre de se dire: «Mais alors c'est moi qui vais devoir faire quelque chose», être acteur, actrice. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas, destiné à rester bloqué dans ce système nerveux, tout le temps en mode sympathique, la pédale d'accélérateur à fond, mais qu'on peut venir petit à petit amorcer cette redescente et cette capacité à passer de l'un à l'autre. Et je trouve que c'est assez fascinant, en fait. Merci, ça me fait énormément plaisir. Mais en tout cas, je pense que c'est pour ça qu'on parle de plus en plus de régulation du système nerveux, activation du nerf vague. C'est des mots qui ont l'air scientifiques, mais qui ont été récupérés par des pratiques comme le yoga, les thérapies psychosomatiques, les accompagnements en fait qui viennent en complément des accompagnements par les mots, parce que euh, je pense notamment aux psychologues qui accompagnent en fait de manière verbale. Euh, et eux, ils font une grande partie déjà de l'accompagnement, mais plus voilà, sur un outil d'expression. Et en fait, sur tout ce qui est non verbal, la respiration peut venir travailler de manière très complémentaire. Et je pense qu'on est en train de se rendre compte de plus en plus que faire les deux en même temps, c'est encourageant parce que si notre corps ressent et que notre mental évolue en même temps, les choses se mettent en place euh, d'ailleurs, c'est l'un des principes des thérapies comportementales et cognitives. En fait, c'est par la répétition et par le changement progressif de comportement, le remplacement de certains comportements qu'on peut évoluer vers les comportements qui sont bénéfiques pour nous et donc délaisser les comportements qui sont néfastes pour nous. Et la respiration, c'est une forme aussi de... Parce que faire un exercice, faire une session, c'est trop bien. Enfin, je veux dire, on se sent bien juste après. Mais ce ressenti, on peut le répéter, on peut recommencer jusqu'à ce que ça devienne de plus en plus rapide et de plus en plus simple pour le corps. Et ce que j'aime par-dessus tout, en fait, sur le travail de la respiration, et ça, c'est quelque chose que l'on voit aussi... donc,
quand j'accompagne en fait des personnes sur Deep Sleep. Donc Deep Sleep, c'est le format. Donc j'ai Deep Focus, Deep Sleep et Deep Energy. Là, je parle de Deep Sleep parce que insomnie hors de mon lit. Mais en fait, on apprend par sa respiration à utiliser des protocoles qui servent ensuite d'ancrage. Et l'ancrage, c'est une forme d'association entre un ressenti et une stimulation. Donc quand on stimule par la respiration, l'objectif, c'est que de plus en plus rapidement, on arrive aussi à embarquer tout le processus de détente qui est amené derrière. Et ça se fait par... j'utilise un peu... je saupoudre un peu d'hypnose aussi pour encourager, en fait, pour faciliter davantage le travail à niveau inconscient. Mais c'est, je suis juste en train de te dire que en fait, on a la possibilité de voir notre transformation s'accélérer grâce à la répétition et grâce à cet effet d'ancrage. Et l'ancrage le plus discret que l'on a, c'est quand même le souffle. Je sais pas si le mot ancrage, c'est juste voilà l'association d'une expérience à une simulation. Ça peut être un ancrage par par l'odeur, par le toucher, par le goût, par nos 5 sens en fait, l'un des 5. Et là, la respiration, c'est un ancrage plutôt kinesthésique, donc de l'ordre du ressenti. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'on l'a toujours avec nous. C'est ça, c'est vraiment l'outil à dégainer à tout moment. C'est pour ça que c'est trop dommage de faire l'impasse là-dessus et parfois de se focaliser sur, justement peut-être sur une application, sur un objet, sur un accessoire. Alors je dis pas que c'est inintéressant, mais pour moi, c'est quelque chose de complémentaire à quelque chose qu'on peut activer à tout moment, qu'est la respiration. Et souvent, ce que je constate, c'est que on va, et tu l'as dit tout à l'heure, mais je trouve que ça vaut vraiment le coup de le répéter à nouveau parce que c'est quelque chose d'absolument essentiel. C'est ce double lien, c'est-à-dire que la respiration, elle va influencer la façon dont on se sent et dont on pense. Et puis ce qu'on pense, ça influence aussi la façon dont on respire. Et du coup, le fait de mettre de la conscience dessus, ça permet, hop, à un moment donné, de bloquer ce cercle qui peut s'emballer très très vite et puis de venir poser les choses, de dire, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux prendre, tirer cette ficelle-là. Et puis, je pense que là, si les personnes qui nous écoutent ont la possibilité de le faire, si elles sont pas en train de cuisiner ou de conduire, mais qu'elles ont la possibilité de simplement s'asseoir, se poser, et puis juste faire ce que tu as dit tout à l'heure, à savoir peut-être libérer le ventre, simplement peut-être baisser les épaules et puis simplement respirer par le nez. Et on sent en fait ce qui se passe à l'intérieur du corps, mais tu vas nous en dire vraiment, tu vas le dire bien mieux que moi, mais on sent toute cette... comme si on était en train de descendre d'un étage, comme si on était super haut, un petit peu comme si on était des marionnettes tirées par des fils en haut. Et d'un seul coup, quand on respire, pouf, il y a le chiffon là qui reprend sa petite forme tranquille, parce que il y a vraiment de l'apaisement presque immédiat. Et tant qu'on l'a pas expérimenté, on se rend pas compte à quel point c'est essentiel. C'est rigolo parce que aujourd'hui, je pense que tu dis que c'est immédiat parce que tu as bossé un peu le sujet, tu vois. Mais j'aurais bien aimé parler à Aurélie au début qui disait « Ah non, là, j'arrive pas à dormir, il faudrait que je respire. Ok, je mets une vidéo sur YouTube. » Et en fait, c'est des phases d'apprentissage qui, au bout d'un moment, amènent de plus en plus d'instantanéité. Ah, mais t'as tellement raison. T'as tellement raison. Et oui, non, mais tu fais bien de mettre le doigt dessus. Mais oui, moi, au début, j'arrivais pas du tout à me laisser de l'espace. Et effectivement, à partir du moment où on se laisse de l'espace et où on travaille dessus, c'est sûr qu'au début, c'est inconfortable. Et puis petit à petit, ça devient confortable. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai besoin juste de quelques secondes pour sentir que que ça redescend. Mais merci, effectivement, de le préciser. Est-ce que c'est par ça que toi, tu démarres justement avec les gens que tu accompagnes? Par ça, Par c'est-à-dire... ça, dans le sens de dire à la personne que ça peut être très inconfortable au début Ah et que oui. ça va prendre du temps. Enfin, que ça va prendre du temps, en tout cas que ça peut, et qu'il va falloir accepter que ce soit un peu inconfortable pour qu'après ça devienne confortable, voire très, très, très confortable et efficace. En fait, on n'a pas tous le même point de départ. Donc ça va vraiment être de l'individuel et je m'adapte complètement non seulement au ressenti du jour J,
Mais en plus, l'histoire personnelle. Pourquoi je te réponds un peu sur une réponse de Normande, ni oui ni non? En fait, c'est parce que souvent, ce que j'ai observé, c'est que derrière le sommeil et l'impossibilité et peut-être les difficultés d'endormissement ou bien d'avoir une bonne qualité, peut se cacher soit de l'anxiété, soit des émotions qui n'ont pas été digérées, soit peut-être même un trauma. Et en fait, si le corps a vécu par exemple un trauma et qu'il est dans un état de freeze, donc en termes de ressources, il n'a pas la ressource d'évoluer, il est davantage dans un mode économie, survie, euh, il va falloir quelques temps avant de pouvoir rebrancher les câbles, on va dire. Mm. Déjà des ressentis dans le corps. Donc là, on n'est pas sur des... euh, on n'arrive pas tous avec les mêmes paramètres de départ. Ce qui est encourageant, par contre, c'est qu'on progresse super vite. Il suffit Mm. parfois de 2-3 déclics. Et c'est pour cela que je te disais, la respiration, en fait, quand on fait des exercices de respiration un peu tout seul sur YouTube, ça peut paraître un peu ennuyeux parce qu'on se focalise sur le décompte. Alors que quand on se laisse guider, on peut aussi, on est accompagné, donc en fait, on est branché et calibré de la même manière. Donc en fait, là, on va aller récupérer des déclics beaucoup plus vite. Et souvent, je dis, on peut commencer à travailler. Et ensuite, les vidéos YouTube peuvent prendre le relais, parce que c'est toujours bien de réactiver, mais c'est comme un système d'escalier, c'est-à-dire que on ne va pas vivre les expériences de la même manière. Et à chaque fois, on va enrichir les expériences et on va avoir de plus en plus accès à nos ressentis. Je rencontre beaucoup de personnes, et même ça a été moi mon cas il y a quelques années, entièrement coupées en fait de leurs sensations et de leur corps. C'est-à-dire que la jauge de la fatigue, on ne sait plus la placer. On est en mode turbine. On est un peu dans le déni aussi de ses propres ressentis, de ses émotions, de sa fatigue. Et en fait, il y a énormément de filtres déjà. Et donc, c'est un accompagnement qui peut être très dense en fait. Hein. On n'est pas juste sur... En fait, la respiration, c'est le 10% qui est visible de l'iceberg. Mais sous les 10%, on peut aller tirer énormément de ficelles. Et c'est pour ça que j'ai mis, je pense, bien 2 ans à me former à plein de disciplines avant de dire ok, là en fait j'ai vraiment capté le câblage quoi. Mm. Et c'est là où je te disais en fait c'est une discipline qui est limitée. C'est un vrai, enfin je veux dire c'est un accompagnement d'un état A à un état B avec Mm. l'utilisation de beaucoup de choses. Et aussi un accompagnement justement autour de tout ce qu'il y a à se vivre. Parce que j'ai souvenir de ça, mais du coup, c'est toi qui fais émerger ça, tu vois, en me replongeant dans Aurélie d'il y a 7 ou 10 ans en arrière. J'ai vraiment souvenir que lorsque je respirais, parce que si par exemple, tu vois, on me disait, mais voilà, respire, je faisais des crises de tétanie, tu vois, je faisais des crises d'angoisse assez prononcées. Je respirais de façon inversée, puis j'avais eu je sais pas si tu vois ce que c'est, mais quand j'étais plus jeune, vraiment très très jeune là pour le coup, j'avais porté un corset pour mon dos. Et donc, du coup, je m'étais retrouvée mécaniquement et physiquement bloquée. Et donc, en fait, cette partie-là, c'était comme un peu figé pour moi. Et quand j'ai commencé à travailler petit à petit sur ma respiration, mais c'était même pas vraiment de façon consciente, c'était plutôt, tu vois, les urgentistes qui me ramassaient en PLS sur le bord de la route et qui me disaient, mais respirez. Euh, tout ça pour dire, c'est que dans ce type de situation, quand justement j'essayais de laisser de la place, j'étais dans une souffrance. En fait, c'était extrêmement douloureux d'y être parce que mon corps n'y était jamais. Et je sentais que émotionnellement, ça me challengeait, mais vraiment beaucoup. Et c'est que après, lorsque justement je me suis faite accompagner pour la respiration, où là, pour le coup, les déclics, c'est passé tac, 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 exactement ce que tu dis. C'est pour ça que je me permets de prendre 2 minutes pour parler de mon histoire parce que ce que tu dis, c'est exactement ce que j'ai vécu. Et je pense que c'est la meilleure façon d'avancer pour ne pas se démotiver et pour pouvoir être accompagné dans ce qu'on vit. Parce qu'au niveau de ce diaphragme, il se passe plein de choses quand même au niveau de ce plexus solaire. Je ne sais pas si tu veux nous en dire 2 mots. Oui. Merci pour ton partage. En fait, le diaphragme, c'est un muscle qui ne parle pas. On n'a jamais de courbature, en fait. Et pourtant, il se contracte quand même 22 000 fois par jour. Tu vois, Mm. c'est le silencieux, en fait. Et le truc, c'est que il va, par contre, enregistrer tout ce qui passe. Et tu as abordé le mot plexus. Il y a une partie... on peut avoir même une lecture énergétique, en fait, à la respiration. Le milieu du corps, donc c'est le diaphragme, c'est aussi
le centre, donc l'énergie donc circule constamment à l'intérieur du corps. Et en fait, si le centre est bloqué, on dit que l'énergie circule un peu moins bien parce que justement, c'est comme si on venait mettre un bâton au plein milieu de la turbine et qu'en fait, du haut vers le bas et du bas vers le haut, ça circule moins bien. Et quand on se sent bloqué au niveau du diaphragme, c'est peut-être une émotion non digérée, c'est peut-être l'accumulation de plusieurs émotions, c'est peut-être une peur, c'est peut-être une anxiété qui a trop duré dans le temps. Et donc, on a une sorte de compression qui vient se poser, mais vraiment, on le ressent de manière psychosomatique. Donc notre diaphragme ne parle pas, mais il nous envoie des signaux plus de l'ordre de la gêne, du blocage. Des fois, parenthèse intéressante, je débloque des dos. Mais en fait, Bien sûr. j'en ai parlé récemment j'étais chez le kiné et je lui ai dit, mais est-ce que c'est possible? Et en fait, effectivement, oui, parce que par la répétition des mouvements du diaphragme qui sont conscients, plus profonds, peut-être parfois plus rapides, parfois plus lents, et ben on travaille en fait son centre du corps. Et quand je donne des cours sur 45 minutes, 1h15, des fois je m'amuse à compter. On est quand même sur je sais pas, 500, 700 contractions en fonction du rythme et en fonction du nombre de répétitions que l'on fait. Et donc effectivement, ça relâche le milieu du corps et ça peut aussi soulager le dos. Et du coup, est-ce qu'on peut imaginer qu'à l'inverse, ça pourrait être un excellent moment pour démarrer peut-être un travail sur sa respiration, ou alors pour prévoir une séance, par exemple, de respiration comme toi tu le proposes, juste après être allé voir son kiné, son ostéo, parce que justement on a libéré peut-être mécaniquement certaines tensions et que là on va pouvoir, peut-être avec moins de douleur, peut-être moins d'inconfort, peut-être aussi plus de symétrie, parce que parfois on peut vraiment être plus bloqué d'un côté que de l'autre, et que là ça peut être vraiment de se dire ok, je fais ma séance d'ostéo, ensuite j'ai une séance de respiration avec Sarah, et hop après j'enclenche quelque chose sur le moyen long terme. Pourquoi pas? Je pense que de toute manière, énormément et de plus en plus d'ostéos et de kinés recommandent de faire des exercices de respiration. Et là où j'ai vu une décorrélation en fait entre je pense que 100% des gens qui viennent me voir me disent on m'a déjà dit de travailler ma respiration. Mais en fait, même si moi on me le dit, en fait je suis pas prise par la main, je vais m'ennuyer, je vais abandonner au bout de trois répétitions parce que il y a un côté un peu fastidieux quand même à la chose. On est là, on prend un son et puis on respire et en fait on attend que ça se passe et en fait t'as bien fait de mentionner que c'était pas forcément très agréable au début, hein. On comprend pas trop, on a l'impression que c'est lent, on a l'impression que c'est ennuyeux et en plus si on a des tendances un peu à l'hyperactivité, à la créativité et on veut des résultats rapides, je suis désolée mais la respiration ça peut être super chiant en fait, c'est pouf, c'est voilà. Donc on va dire j'aimerais bien avoir le nombre d'abandonnistes et le nombre de personnes qui font vraiment leurs exercices de respiration après des visites chez le kiné et chez l'ostéo, tu vois. Mmh. Et c'est là où après, moi je récupère des personnes qui ont déjà cette prise de conscience parce qu'effectivement elles ont fait des premiers déblocages en fait avec d'autres professionnels et je pense que c'est bien de bosser de manière complémentaire. Oui, bah oui, bien sûr, je me doute. Est-ce que tu peux nous parler juste peut-être 1 minute du périnée par rapport à la respiration? C'est quelque chose, peut-être en tant que femme, on se pose un peu plus la question, je saurais pas dire. Mais en tout cas, cette, moi quand j'ai commencé à travailler ma respiration, on m'a dit: «Oui, mais il faut que ce soit accordé avec le périnée et tout», et je me suis fait des nœuds complets au cerveau parce qu'en fait, je ne savais pas comment harmoniser le tout. Est-ce qu'il fallait que je pense à mon périnée? Est-ce qu'il fallait que je n'y pense pas? Parce qu'on m'avait dit, bah, justement dans les pratiques plutôt de yoga, il fallait vraiment, respirer en fonction de la contraction du périnée, relâcher à tel moment. Je pense que je devais tout faire inversé. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée, toi, de travailler sur ce lien entre le périnée et la respiration? Parce qu'effectivement, c'est lié, mécaniquement, je l'entends, dès le début pour prendre des bons réflexes? Ou est-ce que c'est plus source de confusion, que ça peut peut-être être un peu rédhibitoire, puis finalement on abandonne, mais le tout, plutôt que d'abandonner qu'une partie? Est-ce que toi tu conseilles là-dessus? Est-ce que ça te parle, là, ce que je te dis?
Ça me parle de manière empirique, c'est-à-dire que moi, à force de pratique sur moi-même et de pratique sur d'autres personnes, en fait, effectivement, je me suis posé la question. Maintenant, le lien exact, moi, je ne saurais pas accompagner à la rééducation du périnée. Et je pense que pour le coup, ce sont davantage des professionnels comme des kinés qui sont, eux, capables de créer le bon mouvement et la bonne répétition pour la personne. Je pense que ça ne fait vraiment, vraiment pas de mal de commencer à appréhender sa respiration et ensuite de rajouter des bouts d'informations. Ça m'étonnerait que quelques exercices de respiration, tu vois, sur quelques semaines, aient autant d'impact en termes d'effets secondaires, mais d'effets de... qu'on appelle ça de répercussions, en fait. Et souvent, j'ai des personnes qui veulent bien faire. Et le trop bien faire, bah, c'est trop rester dans le mental aussi. Et des fois, je dis, bah, juste là, autorise-toi à ressentir un peu plus juste la sensation, en fait, ce que ça fait. Et on part sur des exercices davantage de l'ordre de la respiration, avec des visualisations. Et en fait, on vient d'abord rebrancher l'esprit et le corps. Et ensuite, tu vois, peut-être pour les personnes qui le souhaitent, là, réajuster d'autres parties du corps avec l'exercice de respiration. Mais moi, clairement, je pourrais pas conseiller là-dessus. OK. Non, mais je trouve qu'au contraire, c'est très rassurant parce qu'effectivement, moi, même en consultation par rapport au sommeil, je rencontre aussi souvent, comment dire? Certains blocages parce que les personnes veulent tout faire et tout mettre d'un coup et c'est vrai que moi, dans mon parcours, j'ai souvent été confrontée à ça aussi, peut-être parfois des coachs ou des accompagnants qui peut-être par souci de vouloir transmettre au maximum, peuvent, peut-être créer certains blocages parce que quand on démarre, c'est tellement compliqué, comme tu disais, juste de relier son cerveau à ses muscles pour faire quelque chose de nouveau, qu'en fait, de vouloir le faire partout dans le corps, on n'y arrive pas forcément. Donc, au contraire, je trouve que c'est vraiment rassurant ce que tu dis. Et est-ce que tu veux nous parler justement du fait que dans cette connexion cerveau-muscle, il y a plusieurs niveaux parce que tu parlais du coup de la partie claviculaire, de la partie, du coup diaphragmatique, puis la partie costale. Moi, j'étais assez stupéfaite quand j'ai découvert que, en fait, c'était pas la même innervation, c'était pas les mêmes nerfs. Moi, tu vois, je croyais que on était comme une espèce de je sais pas, de truc uniforme et que tout se faisait d'un coup, d'un bloc. Alors qu'en fait, on peut travailler les différents étages de respiration. Je trouve ça tout autant fascinant que plein de choses qu'on vient de dire. Oui. Petite parenthèse, je pense qu'il y a aussi, juste sur ce que tu disais avant, il y a aussi des phénomènes de mode, des phénomènes de mode où, on va dire, ça explose plus ou moins, voilà, sur Instagram. Typiquement, stomach vacuum, des exercices un peu comme le Noli, où on voit en fait des contractions. Je sais pas si ça te parle. On voit Non. on voit l'abdomen complètement serré vers l'intérieur et rentré. Je À vois, tel ouais. point qu'en fait on voit la cage thoracique qui devient plus saillante. Donc ça c'est un exercice à part entière. Et en fait rien que ça, déjà pour pouvoir le maîtriser, c'est un exercice à part entière. Donc clairement je suis d'accord avec le fait qu'on peut prendre les choses aussi bout à bout. Pour en revenir aux différents stades, aux différents types en fait de respiration, effectivement, donc on a la respiration, faut, je pense, avoir du haut vers le bas, donc claviculaire, thoracique, profonde. Thoracique, diaphragmatique, c'est un peu la même chose. Et en fait, claviculaire, je schématise, mais en gros, on va aller récupérer 30% de notre capacité réelle. Profonde, on va aller plutôt récupérer les 80%. Et plus on va approfondir notre souffle, et plus on va faire une réaction parasympathique, donc de la détente. C'est pour cela que énormément d'exercices de relaxation proposent de respirer en profondeur, en se recentrant par le nez sur son ventre, et en fait d'exagérer l'ouverture du ventre à l'inspire parce que ça crée un effet effectivement de ralentissement. Et la respiration la plus naturelle, celle que l'on est supposé avoir dans notre état de vigilance un peu de tous les jours, c'est la respiration plutôt abdominale, Comme les bébés. diaphragmatique ou thoracique en fait. Ouais, Mmh. exactement. Euh, et après, on a la respiration du yoga qui est une respiration complète et qui fait les trois, donc claviculaire, thoracique et profonde. En fait, il n'y a rien de compliqué. Il faut se dire que simplement, en fait, on a différentes capacités, que c'est toujours le diaphragme plus quelques autres petits muscles qui viennent
créer l'inspiration et que plus on va intentionnellement récupérer son souffle et plus on va créer cette profondeur et plus on va engendrer une réaction de ralentissement. Est-ce que, Sarah, tu peux nous parler un petit peu plus en détail de ce que tu proposes, toi, justement, en lien, enfin, par rapport au lien entre respiration et sommeil, donc cet accompagnement que tu as conçu pour les personnes qui rencontrent des difficultés de sommeil. C'est quoi? C'est de l'apaisement? Ce sont des respirations pour tout au long de la journée, peut-être pour démarrer la journée aussi après une nuit difficile? Comment comment ça se passe? Est-ce que tu veux nous en dire plus? Oui, bah, avec grand plaisir. En fait, c'est un protocole qui propose d'enchaîner comme une sorte de chorégraphie plusieurs exercices de respiration afin d'installer un état de sécurité pour le système nerveux qui permet l'endormissement et l'amélioration de la qualité du sommeil. Donc il y a deux choses. Il y a comment est-ce que je peux dormir plus vite en neutralisant les pensées parasites et comment je me mets en fait dans ma bulle de sécurité et comment ensuite, une fois que je suis endormie, bah, j'ai un sommeil qui est apaisant et qui est réparateur. Donc le protocole, en fait, je l'ai défini, j'ai choisi plein de petits outils qu'on vient combiner, expérimenter ensemble, on le met en place, on voit comment les choses avancent et c'est comme ça qu'on progresse. Mmh. Et du coup, c'est un accompagnement qui est individuel? Puisque tu parlais Oui. tout à l'heure justement d'aller chercher un petit peu, bah, d'où vient la personne, avec quoi elle vient, quels sont aussi ses objectifs. Ça veut dire que, j'imagine, il y a un temps d'échange en individuel Mm. avec toi? Oui. Oui, c'est 2 heures que l'on passe ensemble. 2 heures que l'on passe ensemble. C'est aussi l'occasion de personnaliser un peu plus, donner peut-être d'autres exercices en complément en fonction du rythme de la personne. On n'a pas tous les mêmes rythmes biologiques, ni les mêmes rythmes de vie, ni les mêmes contraintes, ni le même passé, etc. Donc ça permet vraiment de... En fait, c'est comme un coaching de 2 heures, toujours en utilisant la respiration et en avançant sur un protocole qui va avoir comme objectif le sommeil. Est-ce que dans cet accompagnement, tu, inclus aussi, dans des guidages avec peut-être de la musique, avec tu parlais tu mettais un petit soupçon d'hypnose par rapport à ta formation et puis qu'il y avait Oui. des choses spécifiques qui permettaient d'avoir plus d'ancrage et peut-être, d'appréhender ça plus facilement? Ça se déroule comment un petit peu une séance de respiration avec toi? Hem, En fait, j'empile les Mmh. couches. Je dis souvent on met, ceinture et bretelles pour, pas que les pensées parasites elles viennent, en fait on se tunnelise réellement dans l'activité, de respirer, pour laisser la respiration agir pendant que le mental est occupé, soit avec la musique, avec du coup les suggestions hypnotiques, soit les 2 ensemble et c'est pour ça que du coup la méthode que j'ai déposée, c'est respiration rythmique parce que, il y a la respiration qui est un gros bout, mais aussi la rythmique. Pourquoi? Parce que j'utilise des sons. En fait, j'essaie de raccorder les exercices de respiration avec, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais, on est dans un état bêta quand on est en vigilance et en fait, quand on va aller chercher le sommeil, on va davantage aller chercher des états delta. Il y a des sons qui aident pour cela. Donc, en fait, si on cède en plus de certains sons, bah, on accélère en fait l'efficacité des exercices de respiration. Et puis, les suggestions hypnotiques, elles viennent travailler sur des blocages davantage inconscients. Elles nous emmènent sur des visualisations qui peuvent faciliter et rendre beaucoup plus agréable la pratique. En fait, quand je donne des cours en ligne, je superpose à chaque fois ces outils. C'est pour ça que c'est davantage une expérience à vivre. Et mon rêve, ce serait de dire, bah oui, aujourd'hui, la respiration, c'est une discipline à part entière, en fait. On est capable de donner des cours de A à Z sur 45 minutes, 1h15, 1h30. Et quand on respire de manière consciente sur autant de minutes d'affilée, on Mmh. sent une clarté mentale, on a l'impression que le corps se détend. Euh, Beaucoup m'ont dit, on m'a parlé de douche intérieure, on m'a parlé, de la paix qui coule dans nos veines, tu vois? C'est très, voilà, c'est de belles expressions Ouais. pour décrire, en fait, ce qui se passe, à la fin d'une session. Oui, puis en plus, l'avantage d'expérimenter ça comme là, toi, tu le proposes, Mmh. déjà, ça oblige à passer à l'action. C'est pas simplement j'ai vu une vidéo YouTube, je me dis que c'est bien, puis je le ferai un jour. Ce jour n'arrive jamais. Donc là, vraiment, on est avec toi. Donc dans tous les cas, voilà, on passe ce temps, Oui, on expérimente. Et je trouve que le fait d'être dans cette expérimentation, ça permet aussi de se dire, de faire la différence de l'état dans lequel on était avant, oui. dans lequel on est maintenant,
Et justement, ça donne envie d'y retourner parce que c'est vrai que quand on n'expérimente pas ce genre de choses, on a l'impression que notre état habituel, il est normal. Mais du coup, là, on est obligé de mettre des guillemets énormes parce que l'état normal, finalement, c'est notre cadre de référence qui s'est façonné autour de ça. Et puis, bah, il faut vraiment faire un pas de côté et peut-être être pris par la main, justement, pour en sortir. Pour se rendre compte que, ah OK, non, finalement, c'est pas tout à fait ça. Là, j'ai pas assez d'exigences vis-à-vis de mon état de bien-être. Je peux faire beaucoup mieux et du coup, ça donne envie d'y retourner. Hem, Toi, après ces 2 heures là où que tu passes avec la personne, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que la personne, elle peut justement te ressolliciter pour avoir un suivi? Est-ce que c'est sous un autre format? Comment tu viens faire cet accompagnement, si toutefois il y en a un? Bah, en fait, j'ai eu tous les cas. J'ai eu des cas où les 2 heures étaient suffisants parce que la personne a pu, déjà être autonome et en fait a mis en place les outils. J'ai le cas où, après cet accompagnement, la personne a rejoint les cours collectifs, et à ce moment-là, en fait, elle a juste été intéressée par la pratique parce qu'elle a eu, l'aspect davantage théorique et personnalisé. Et il y a aussi le cas où, en fait, j'ai aucun mal à donner mon WhatsApp aux personnes que j'accompagne. Et au contraire, ça me fait énormément plaisir de recevoir des petits messages de temps en temps pour voir comment ça se passe. Donc on garde la relation et s'il y a besoin de se revoir, on se revoit. Mais tu vois, on oublie la respiration, format on fait tel exercice, on rentre vraiment dans la respiration en tant qu'accompagnement à part entière. Et c'est Mmh. vraiment mon objectif en fait que de l'amener de cette manière. Et je trouve ça chouette que tu aies aussi parlé effectivement de la fréquence des ondes cérébrales parce que quand on évoquait plutôt en début d'échange la possibilité d'être plus focus, donc d'être plus concentré, un état de présence peut-être aussi différent, au-delà de l'aspect vraiment relaxation, de l'aspect calme. Ben, en fait, c'est intéressant de se dire que justement, ça va venir jouer sur tout ça. Et bah oui, tu parlais des ondes delta, donc de l'état d'être dans lequel on a besoin d'aller pour justement voilà, somnoler, aller vers le sommeil. Peut-être, on peut s'en servir aussi pour aller vers la sieste à la mi-journée, pour se rendormir la nuit. Mais on peut aussi justement se servir de la respiration pour activer tout ça. Et c'est vrai que ce qu'on va faire le matin, bah, du coup, ça va pas du tout avoir le même impact. Et donc, on comprend mieux après comment ça fonctionne dans le cerveau autour de tout ça. Est-ce que tu veux nous partager peut-être je sais pas, une expérience que toi tu as vécue au travers, grâce à la respiration, au travers de ton expérience, de ta pratique, qui t'a fait vraiment un effet, waouh! Avec, bah, peut-être après telle ou telle pratique ou peut-être qu'après un certain temps, il y a quelque chose qui bouge, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Cet Oui. effet waouh que tu as pu ressentir? En fait, disons que, bah, je pense un peu comme tout le monde, moi avant je croyais que la respiration c'était, une pratique pour se détendre. Donc je connaissais la respiration par la méditation et la relaxation. Et en fait, je me suis rendu compte que non, il y avait des formes de respiration aussi. Donc moi, j'aime beaucoup la performance et je m'intéresse aussi à l'augmentation de l'énergie, le développement, tu vois, même mindset en fait. Comment est-ce qu'on peut dépasser la peur, aller au-delà des croyances, enfin de ces croyances limitantes, etc. Et en tant qu'entrepreneur, je pense qu'on a besoin aussi de cet aspect qui vient nous aider en fait pour aller de l'avant et surmonter nos blocages. Et je me suis rendu compte que la respiration, effectivement, sous certains rythmes et certaines pratiques, comme la respiration holotropique, comme le breathwork, et ben, ça peut engendrer des expériences complètement folles, en fait. Enfin, en fait, une expérience de breathwork, c'est respirer pendant 2 heures de manière très intense, amener des états modifiés de conscience, et on peut aller assez loin, en fait, dans la transe hypnotique et même dans la transe par la respiration. Et ça peut provoquer des effets de libération émotionnelle où tu pleures toutes les larmes de ton corps, tu sais pas pourquoi, ou peut-être qu'en fait tu te rappelles voilà, d'un moment qui justement a été cristallisé dans le corps, qui n'a pas été libéré. Et en fait, j'ai expérimenté comme ça plein de choses qui m'ont clairement fait du bien, qu'ensuite j'ai appris à maîtriser, que j'utilise de temps en temps, hein, en fonction de l'objectif. Mais tu vois, je pense que ouais, quand on vit une expérience psychédélique avec sa respiration, wow, ça décoiffe. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Génial, génial. Sarah, je te propose qu'on aille tout doucement à la fin de notre échange. On vient de passer une cinquantaine de minutes ensemble, c'est génial.
C'était vraiment super tout ce que tu nous as partagé. Je pense que, en tout cas, je l'espère, qu'il y a pas mal de personnes qui vont se dire: «OK, là, c'est vraiment le moment. Là, je peux plus procrastiner ça, c'est pas possible». En tout cas, j'espère que justement ce podcast, il aidera dans ce sens pour que chacun puisse expérimenter, vraiment concrètement dans son corps ce qui se passe. Où est-ce qu'on te retrouve, Sarah, si on veut aller plus loin avec toi? Merci Aurélie. Écoute, Sarah avec 2 R, on me retrouve sur Instagram, sur Google, sur LinkedIn. J'ai préenregistré, des petites vidéos aussi sur YouTube, pour les mettre à disposition, de toutes les personnes, que j'accompagne. Donc, vous allez me trouver Sarah avec 2 R, SAIDI, donc Sarah Saidi sur, l'ensemble des réseaux sociaux. En général, on tape respiration, je suis pas loin. Tu pas loin, tu es dans les parages. Là, dans la description du podcast, je mettrai plus spécifiquement le lien qui renvoie vers le travail que tu fais entre sommeil et respiration, parce que c'est probablement la plus belle porte d'entrée là par rapport à ma communauté. Les gens vont tomber sur quoi? Du coup, sur des vidéos directement? Comment ça se passe? Donc c'est un accompagnement en visio, en direct. Moi, je fais vraiment de mon mieux pour avoir du direct avec les personnes, parce que je pense qu'on a assez de formations, on va dire, théoriques en ligne, etc. Et je connais le taux d'abandonnisme. Donc moi, j'aime bien suivre au moins sur les premiers échanges la personne. Et après, je peux aussi fournir le lien vers un guide gratuit sur les 5 exercices de respiration clés en fonction de ses émotions, qui peut du coup aider les personnes à avoir des exercices accessibles en téléchargement. Donc, il y aura 2 liens. Super, je pourrais mettre les 2. Super. Je te remercie infiniment pour tous tes partages, pour le temps que tu nous as accordé sur le podcast. Et puis, voilà, chacun pourra te retrouver très rapidement sur les réseaux. Merci à toi, Sarah. Merci beaucoup, Aurélie. Merci à tous. Bravo à vous de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura plu et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit pouce. Ça permet d'avoir plus de visibilité et puis de me signifier que ça vous intéresse. Vous pouvez aussi bien sûr me rejoindre en newsletter. Vous pouvez vous abonner avec le lien en description. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Vous avez les news du podcast et vous avez aussi des petites vidéos sur des sujets bien précis pour continuer votre exploration du sommeil. Et bien sûr, je suis sur l'ensemble des plateformes de podcast si vous avez envie d'accéder à tous vos épisodes en audio. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.